Si tu es là, c'est probablement parce que quelque chose cloche. Peut-être que ton intuition te hurle dessus depuis des semaines, mais tu l'ignores. Peut-être que tu te sens constamment vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un, mais tu ne comprends pas pourquoi. Ou peut-être que tu cherches juste à confirmer ce que tu sais déjà au fond de toi. Cette personne te détruit lentement, et il est temps d'arrêter de te mentir. Et devine quoi? Tu as raison d'écouter cette petite voix. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend la sagesse ancienne accessible à tous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 12 signes évidents qu'une personne malveillante pollue ta vie. Je ne vais pas te servir des généralités psychologiques ou des conseils vagues. Je vais te montrer exactement comment ces personnes opèrent, pourquoi ton cerveau ne veut pas voir la vérité, et comment la philosophie stoïcienne peut t'aider à reprendre le contrôle. Si tu as déjà senti que quelqu'un dans ta vie te manipule, si tu cherches la force de voir la réalité en face, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. Ton cerveau ne veut pas voir les manipulateurs. C'est contre-intuitif, mais vrai. L'évolution t'a programmé pour faire confiance aux gens de ton groupe social. Pendant des millénaires, l'exclusion du groupe signifiait la mort. Alors ton cerveau fait tout pour maintenir les liens, même quand ces liens te détruisent. Il rationalise, minimise, excuse. Il invente des raisons pour lesquelles ce comportement est acceptable, tout plutôt que d'admettre que quelqu'un proche de toi est toxique. C'est pour ça que tu es ici. Parce qu'une partie de toi sait. Cette partie refuse de se laisser endormir par les justifications. Elle voit les patterns. Elle compte les fois où tu t'es senti mal après une interaction. Elle note les contradictions. Cette partie de toi, c'est ta raison stoïcienne. Et aujourd'hui, on va l'écouter. Le premier signe, c'est qu'ils te font douter de ta propre perception. C'est le gaslighting, mais pas la version hollywoodienne dramatique. C'est subtil. Après chaque conflit, tu te retrouves à te demander si tu as vraiment vécu ce que tu as vécu. Ils reformulent tes mots. Ils n'y avoir dit ce qu'ils ont dit. Ils te font sentir que ta mémoire est défaillante. Au début, tu penses que c'est un malentendu. Mais ça se répète. Encore et encore. Ton cerveau commence à s'auto-censurer. Tu enregistres mentalement les conversations parce que tu sais qu'elles vont les nier. Tu doutes de tes propres émotions. Est-ce que je réagis de manière excessive? Devient ta phrase par défaut. Voilà le génie du gaslighting. Il te transforme en ton propre geôlier. Tu n'as même plus besoin qu'il te manipule. Tu le fais toi-même. Les stoïciens parlaient de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ta perception est à toi. Tes émotions sont à toi. Si quelqu'un essaie constamment de te convaincre que ta réalité est fausse, ce n'est pas un débat philosophique. C'est une attaque contre ton autonomie mentale. Le deuxième signe, c'est l'alternance calculée entre gentillesse et cruauté. Ce n'est pas de la bipolarité. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle. C'est une technique de contrôle. Il te donne juste assez d'affection pour te garder accroché, puis il te retire tout pour te faire paniquer. Tu deviens dépendant de leurs moments de gentillesse, comme un drogué attend sa dose. Cette alternance crée un lien traumatique. Ton cerveau libère de la dopamine pendant les moments positifs et du cortisol pendant les moments négatifs. Cette combinaison crée une addiction neurochimique. Tu deviens accro à la personne qui te fait du mal. Plus ils sont cruels, plus les moments de gentillesse semblent précieux. Tu commences à minimiser les mauvais moments et à maximiser les bons. Marc Aurèle écrivait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Mais il n'avait pas tort. Nous souffrons aussi en restant attachés à l'espoir que les gens vont changer. Tu t'accroches à cette version gentille de la personne en te disant que c'est le vrai visage. Mais le pattern est le vrai visage, pas les exceptions. Le troisième signe, c'est qu'ils triangulent constamment. Ils montent les gens les uns contre les autres. Ils te racontent ce que X a dit sur toi, puis vont raconter à X ce que tu as supposément dit. Ils créent un réseau de méfiance où ils sont le seul point de référence fiable. Tu te retrouves isolé, ne sachant plus à qui faire confiance, te tournant vers eux pour savoir ce qui est réel. Cette triangulation sert plusieurs objectifs. Elle les place au centre de toutes les relations. Elle crée du drame qui détourne l'attention de leur propre comportement. Elle te garde tellement occupé à gérer les conflits avec les autres que tu n'as pas l'énergie de remettre en question leur influence. C'est brillant dans sa cruauté. Les stoïciens enseignaient la vertu de la simplicité dans les relations. Si quelqu'un complique constamment les dynamiques sociales, crée des alliances et des conflits, c'est un signal d'alarme. Les relations saines sont directes. Les relations toxiques sont labyrinthiques par design. Le quatrième signe, c'est qu'ils volent ton énergie émotionnelle. Chaque interaction te laisse épuisé.
Ils te racontent leurs problèmes pendant des heures, mais quand c'est ton tour, ils changent de sujet ou minimisent. Ils transforment chaque conversation en monologue sur eux-mêmes. Tu deviens leur public captif, leur thérapeute gratuit, leur source d'énergie. Ce n'est pas de l'égocentrisme normal. C'est du vampirisme émotionnel systématique. Ils ne peuvent pas exister sans drainer les autres. Ton empathie devient leur nourriture. Plus tu donnes, plus ils prennent. Il n'y a jamais de réciprocité, jamais d'équilibre. Tu te vides en espérant qu'un jour ils vont te rendre un peu de ce que tu as donné. Épictète disait que nous devenons ce à quoi nous accordons notre attention. Si tu passes ton temps à nourrir quelqu'un qui ne te nourrit jamais en retour, tu t'appauvris émotionnellement. Ce n'est pas de la générosité. C'est de l'autodestruction déguisée en vertu. Le 5e signe, c'est qu'ils violent constamment tes limites, puis te font sentir coupable d'avoir des limites. Tu dis non, ils insistent. Tu poses une limite, ils attestent. Tu expliques ton inconfort, ils le ridiculisent. Puis ils te font passer pour la personne difficile, rigide, insensible. Tes limites deviennent le problème plutôt que leur violation constante. Cette dynamique est insidieuse parce qu'elle exploite ta peur de paraître égoïste. Ils connaissent tes valeurs et les utilisent contre toi. Je pensais que tu étais généreux. Un vrai ami ferait ça. Tu es vraiment aussi insensible. Ils weaponisent ta propre conscience morale pour t'empêcher de te protéger. Les stoïciens parlaient de la dignité personnelle comme d'un bien inaliénable. Tes limites sont l'expression de cette dignité. Quelqu'un qui ne respecte pas tes limites ne te respecte pas. C'est aussi simple que ça. Peu importe à quel point ils habillent leur violation de limites en amour, en besoin, en urgence. Le 6e signe, c'est qu'ils ne prennent jamais vraiment de responsabilité. Ils peuvent s'excuser, mais leurs excuses sont toujours suivies d'un « mais ». Je suis désolé, mais tu m'as provoqué. Je regrette, mais tu es trop sensible. L'excuse devient une autre forme d'attaque. Le problème est toujours externalisé. C'est le contexte, c'est les autres, c'est la fatigue, c'est le stress. Jamais un vrai regard sur leur propre comportement. Cette incapacité à la responsabilité révèle un vide interne terrifiant. Accepter la responsabilité nécessite un moi stable qui peut tolérer l'imperfection. Ils n'ont pas ça. Leur identité est si fragile que toute admission d'erreur menace de la détruire complètement. Alors ils projettent, blâment, détournent. C'est un mécanisme de survie psychologique, mais ça n'excuse rien. Sénèque écrivait qu'un homme sage reconnaît ses erreurs rapidement parce qu'il ne se définit pas par elles. Une personne toxique est prisonnière de son image. Elle préfère détruire les relations plutôt que d'admettre une faille. C'est de la faiblesse déguisée en force. Le 7e signe, c'est qu'ils contrôlent par la culpabilité. Chaque décision que tu prends pour toi devient une trahison envers eux. Tu veux passer du temps avec d'autres amis? Je suppose que je ne compte plus pour toi. Tu veux suivre tes propres objectifs? C'est égoïste de ta part. Tu veux prendre soin de toi? Je ne peux pas croire que tu m'abandonnes quand j'ai besoin de toi. La culpabilité est leur arme de contrôle préférée parce qu'elle fonctionne silencieusement. Tu commences à t'auto-limiter avant même qu'ils disent quelque chose. Tu anticipes leurs réactions et ajustes ton comportement. Tu deviens ton propre geôlier, encore une fois. Ils ont installé un système de surveillance dans ta tête. Les stoïciens distinguaient la honte saine, qui nous guide vers la vertu, et la culpabilité toxique, qui nous paralyse. Si quelqu'un utilise constamment la culpabilité pour contrôler ton comportement, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation émotionnelle. L'amour authentique veut ton épanouissement, pas ton emprisonnement. Le 8e signe, c'est qu'il crée un sentiment d'urgence constant. Tout est une crise. Tout nécessite une réponse immédiate. Il dramatise les situations mineures en catastrophes majeures. Cette urgence artificielle te maintient en état de stress permanent. Tu ne peux jamais te détendre, réfléchir calmement, prendre du recul. Tu es toujours en mode réaction. Cette urgence sert à court-circuiter ton jugement. Quand tu es stressé, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, s'affaiblit. Ton cerveau reptilien prend le dessus. Tu deviens plus facile à manipuler. Il crée intentionnellement ou non ce chaos pour te garder dans un état de vulnérabilité cognitive. Marc Aurèle pratiquait la pause avant l'action. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Si quelqu'un te prive constamment de cette pause, de cet espace de réflexion, il te prive de ton autonomie. Les vraies crises sont rares. La plupart du temps, c'est du théâtre. Le 9e signe, c'est qu'il te compare constamment aux autres de manière défavorable.
Mon ex n'aurait jamais fait ça. Regarde comment un tel traite ses amis. Ces comparaisons ne sont jamais constructives. Elles sont conçues pour te faire sentir inadéquat, inférieur, en compétition permanente. Tu ne peux jamais gagner parce que les standards changent constamment. Cette comparaison crée une anxiété de performance dans la relation. Tu te comportes de manière à éviter les comparaisons négatives plutôt que de manière authentique. Tu deviens une version performative de toi-même, essayant de correspondre à un idéal mouvant qu'ils utilisent pour te contrôler. Épictète enseignait que la seule mesure valable est notre progrès vers la vertu, pas notre position relative aux autres. Une personne qui te compare constamment ne te voit pas comme un individu unique. Elle te voit comme une pièce interchangeable qui doit performer selon ses critères arbitraires. Le 10e signe, c'est qu'ils isolent subtilement. Ils ne te disent pas ouvertement d'arrêter de voir tes amis. C'est plus sophistiqué. Ils critiquent subtilement tes amis. Ils créent du conflit avant ou après que tu les vois. Ils boudent quand tu passes du temps avec d'autres. Lentement, tu commences à trouver plus facile de juste ne pas voir les autres. L'isolation devient ton choix, mais c'était leur design. Cette isolation sert plusieurs objectifs malveillants. Elle élimine les sources alternatives de perspective qui pourraient te faire réaliser le problème. Elle te rend totalement dépendant d'eux pour la validation sociale et émotionnelle. Elle te coupe des ressources qui pourraient t'aider à partir. C'est une stratégie de contrôle classique. Les stoïciens valorisaient la communauté et la connexion humaine. Sénèque écrivait qu'aucun homme n'est une île. Quelqu'un qui te sépare systématiquement de ta communauté ne cherche pas une connexion plus profonde avec toi. Il cherche un contrôle total. La vraie intimité n'a pas peur des autres relations. Le 11e signe, c'est qu'ils revendiquent tes succès mais rejettent tes échecs. Quand tu réussis, c'est grâce à leur influence, leur soutien, leur présence. Quand tu échoues, c'est entièrement ta faute. Cette asymétrie crée une dette émotionnelle impossible. Tu leur dois tes succès, mais tu dois assumer seul tes échecs. Le déséquilibre est écrasant. Ce pattern détruit ton sentiment d'agentivité. Tu commences à croire que tu ne peux pas réussir sans eux. En même temps, tous tes échecs renforcent l'idée que tu es fondamentalement déficient. C'est une pression psychologique double qui te piège. Tu as besoin d'eux pour réussir, mais tu échoues parce que tu es insuffisant. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de reconnaître notre propre contribution à nos vies. Tu as du pouvoir sur ton esprit. Quelqu'un qui vole constamment ton agentivité te vole ton pouvoir personnel. C'est une forme de vol psychologique qui te laisse impuissant et dépendant. Le 12e signe, et peut-être le plus important, c'est que ton corps te le dit. Tu as des tensions physiques quand ils sont présents. Ton estomac se noue. Ton cœur s'accélère. Tu te sens physiquement mal après les interactions. Ce n'est pas de l'anxiété générale. C'est une réponse spécifique à cette personne. Ton système nerveux détecte le danger même quand ton esprit rationnel refuse de le voir. Cette réponse somatique est une forme de sagesse primitive. Ton corps lit les micro-expressions, le ton vocal, les patterns de comportement que ton esprit conscient rate ou minimise. Cette sensation de malaise physique n'est pas un bug. C'est un signal d'alarme sophistiqué. Mais nous avons été conditionnés à ignorer notre corps, à privilégier la rationalisation sur la sensation. Les stoïciens, malgré leur réputation de rationalistes, respectaient la connexion corps-esprit. Marc Aurèle notait les effets physiques du stress. Épictète parlait de l'importance de la santé physique pour le bien-être mental. Si ton corps crie au danger chaque fois que cette personne est proche, c'est une donnée importante que tu ignores à tes risques et périls. Maintenant, parlons de pourquoi c'est si difficile de voir ces signes, même quand ils sont évidents. Ton cerveau a investi dans cette relation. Chaque heure passée, chaque compromis fait, chaque excuse donnée est une transaction. Admettre que la personne est toxique signifie admettre que tout cet investissement était une erreur. C'est le billet des coûts irrécupérables. Plus tu as investi, plus il est difficile de partir. Ensuite, il y a l'espoir. L'espoir toxique que tu peux les changer, les guérir, les aider à devenir meilleurs. Cet espoir n'est pas de la compassion. C'est de l'ego déguisé en vertu. Tu veux être le héros de leur histoire, celui qui les a sauvés. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et même s'il voulait, ce n'est pas ton travail. Il y a aussi la peur de la solitude. Mieux vaut une relation toxique que pas de relation du tout, pense ton cerveau primitif. C'est faux. La solitude choisie est nourrissante. L'isolation forcée par une relation toxique est destructrice. Tu peux être entouré et te sentir absolument seul. En fait, c'est souvent pire parce que la fausse connexion empêche la vraie. Il y a la confusion créée par les bons moments. Mais parfois, ils sont vraiment géniaux.
Oui, et c'est précisément le problème. Si la personne était constamment horrible, tu partirais. L'intermittence est ce qui te garde accroché. Les bons moments ne compensent pas les mauvais. Ils les rendent juste plus supportables. C'est comme si quelqu'un te donnait un coup de poing puis un gâteau. Le gâteau ne annule pas le coup de poing. Il y a aussi la normalisation. Si tu as grandi dans un environnement toxique, ces patterns te semblent normaux. Ton cerveau reconnaît le familier et le confond avec le sain. Tu recrées inconsciemment les dynamiques de ton enfance parce qu'elles te semblent être ce qu'est une relation. Briser ce cycle nécessite de réécrire ta définition interne de l'amour. Les stoïciens parlaient de l'importance de l'examen de soi. Sénèque recommandait de passer en revue chaque jour, d'examiner nos actions et motivations sans jugement mais avec honnêteté. Applique cette pratique à tes relations. Sans défense, sans justification, regarde simplement les patterns. Qu'est-ce qui se répète? Comment te sens-tu la plupart du temps? Quelle est la tendance générale? Maintenant, voici la partie difficile. Reconnaître ces signes ne suffit pas. La reconnaissance intellectuelle ne crée pas le changement. Ton cerveau peut savoir que quelqu'un est toxique et continuer à s'accrocher. Parce que le changement nécessite de ressentir, pas juste de penser. Tu dois permettre à la douleur d'être présente, sans la rationaliser, sans l'excuser. Cette douleur est ton guide. Elle te dit que quelque chose est fondamentalement faux. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Ils distinguaient la douleur inévitable de la souffrance évitable. La douleur d'une relation toxique est évitable. Elle persiste parce que tu choisis de rester. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Et reconnaître ce fait te donne le pouvoir. Le changement commence par l'honnêteté brutale. Non, cette personne ne va pas changer. Non, tu ne peux pas les sauver. Non, les bons moments ne justifient pas les mauvais. Non, tu ne leur dois rien juste parce que vous avez une histoire. Ces noms sont des actes de libération. Chaque fois que tu arrêtes de te mentir, tu récupères un morceau de toi-même. Ensuite vient la décision. Et c'est une décision active, consciente, répétée. Parce que ton cerveau va essayer de te ramener en arrière. Il va minimiser les mauvais moments. Il va amplifier les bons. Il va créer de l'espoir illusoire. Tu dois décider encore et encore de prioriser ton bien-être sur le confort du familier. Cette décision peut signifier différentes choses selon ta situation. Parfois, c'est une rupture complète. Parfois, c'est l'établissement de limites strictes. Parfois, c'est la réduction progressive du contact. Il n'y a pas de formule universelle. Mais il y a un principe, ton bien-être n'est pas négociable. Les stoïciens plaçaient la préservation de soi comme un devoir moral, pas un acte d'égoïsme. Maintenant, parlons de la culpabilité qui vient avec l'éloignement. Tu vas te sentir culpable. Ton cerveau va te bombarder de pensées du type « peut-être que je suis le problème »,« peut-être que j'abandonne quelqu'un qui a besoin de moi »,« peut-être que je suis trop sensible ». C'est normal. C'est ton conditionnement qui parle. La culpabilité saine nous guide vers de meilleures actions. La culpabilité toxique nous paralyse dans des situations destructrices. Apprendre à distinguer les deux est crucial. Pose-toi cette question. Cette culpabilité me guide-t-elle vers une action vertueuse ou me maintient-elle simplement dans une situation qui me détruit? Si c'est la deuxième option, ce n'est pas une vraie culpabilité. C'est un mécanisme de contrôle internalisé. Les personnes toxiques excellent à installer ces mécanismes de contrôle dans ton esprit. Même quand elles ne sont plus présentes physiquement, leur voix continue dans ta tête. Elles t'ont programmé à te surveiller toi-même, à te limiter toi-même, à te punir toi-même. Défaire cette programmation prend du temps. Sois patient. Un des aspects les plus difficiles de quitter une relation toxique, c'est que tu dois faire ton deuil de plusieurs choses. Tu dois faire le deuil de la personne que tu pensais qu'elle était. Tu dois faire le deuil de la relation que tu espérais avoir. Tu dois faire le deuil du temps et de l'énergie investie. Tu dois faire le deuil de l'image de toi-même comme celui qui reste, qui aide, qui ne abandonne pas. Ce deuil est réel et doit être honoré. Les stoïciens parlaient de l'acceptation de l'impermanence. Tout change, tout passe, même les relations qui semblaient définir notre identité. Cette acceptation n'est pas du fatalisme. C'est une reconnaissance sage de la nature de la réalité. S'accrocher à ce qui nous détruit n'est pas de la fidélité. C'est de l'attachement aveugle. Maintenant, parlons du processus de guérison après avoir quitté une relation toxique. Ton cerveau va traverser quelque chose qui ressemble au sevrage d'une drogue. Tu auras envie de reprendre contact. Tu idéaliseras les bons moments. Tu minimiseras les raisons de ton départ. C'est ton cerveau qui cherche sa dose de dopamine habituelle. Cette envie est physiologique, pas émotionnelle. Traite ces envies comme tu traiterais toute autre envie.
Observe-les, reconnais-les, mais ne les satisfais pas. J'ai envie de reprendre contact est différent de je dois reprendre contact. Les stoïciens excellaient à cette distinction entre impulsion et action. Tu ressens l'impulsion, mais tu choisis l'action basée sur la raison, pas sur l'émotion du moment. Crée une distance physique et numérique. Bloque les numéros, supprime les réseaux sociaux, évite les lieux communs. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Tu te donnes l'espace dont ton cerveau a besoin pour se recalibrer. Chaque jour sans contact est un jour où tes connexions neuronales se réorganisent vers un pattern plus sain. Attends-toi à des tentatives de reprise de contact. Ils vont sentir ton absence. Ils vont peut-être devenir extraordinairement gentils ou au contraire vicieux. Ces deux approches servent le même but, te faire réagir. Toute réaction, positive ou négative, leur redonne du pouvoir sur toi. Le silence complet est ta meilleure défense. Attends-toi aussi à ce qu'ils utilisent d'autres personnes pour te contacter. Des amis communs qui s'inquiètent, qui pensent que tu exagères, qui veulent que vous vous réconciliez. Ces gens sont bien intentionnés mais mal informés. Tu n'as pas à justifier ta décision. J'ai besoin de prendre soin de moi est une phrase complète. Pendant cette période de guérison, ton travail est de réapprendre qui tu es sans cette personne. Tu as probablement ajusté tellement d'aspects de ta personnalité pour accommoder leur toxicité que tu ne sais plus qui tu es vraiment. C'est normal. C'est aussi une opportunité incroyable. Tu peux te redécouvrir. Commence petit. Quels sont les petits plaisirs que tu avais abandonnés? Quels sont les amis que tu avais négligés? Quelles sont les activités que tu évitais parce qu'elles créaient du conflit? Reviens à ces choses lentement. Chaque petit acte d'auto-affirmation reconstruit ton sentiment d'identité. Utilise ce temps pour renforcer tes limites internes. Une relation toxique viole systématiquement les limites. Maintenant, tu as l'occasion de les redéfinir et de les renforcer. Pratique à dire non sans justification. Pratique à identifier tes besoins sans culpabilité. Pratique à exprimer ton inconfort sans apologétique. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditatio malorum, la visualisation négative. Ils imaginaient les pires scénarios pour se préparer mentalement. Applique ça à ton processus de guérison. Visualise-toi recevant un message de cette personne. Comment vas-tu réagir? Visualise-toi croisant cette personne. Qu'est-ce que tu vas dire? Faire? Cette préparation mentale te donne un script quand les émotions te submergent. Reconnais que la guérison n'est pas linéaire. Tu auras de bons jours où tu te sentiras fort et libre. Tu auras de mauvais jours où tu douteras de ta décision. Les deux sont normaux. Le progrès se mesure en tendance générale, pas en moments individuels. Es-tu globalement mieux qu'il y a un mois? C'est ça qui compte. Trouve un thérapeute si tu peux. Les relations toxiques créent des traumatismes réels qui nécessitent souvent une aide professionnelle. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Les stoïciens valorisaient les professeurs et les mentors. Un bon thérapeute est exactement ça, un guide dans ton voyage vers la guérison. Faites attention aux relations futures. Tu auras une tendance à soit surcorriger en devenant hyper méfiant, soit tomber dans le même pattern avec une personne différente. Ni l'un ni l'autre n'est sain. Le but est de développer un discernement équilibré, une capacité à voir les red flags sans devenir cynique. Apprends les patterns. Lis sur les relations toxiques, la manipulation, les troubles de personnalité. Non pas pour diagnostiquer tout le monde, mais pour t'éduquer. La connaissance est un vaccin contre la manipulation future. Plus tu comprends les mécaniques, moins tu es susceptible d'y succomber. Entoure-toi de personnes saines. Observe comment les gens dans des relations saines se traitent. C'est un recalibrage important. Si toutes tes relations de référence sont toxiques, tu ne sais pas à quoi ressemble une relation saine. Les personnes saines respectent les limites. Elles communiquent directement. Elles prennent de la responsabilité. Elles te soutiennent sans te drainer. Faites attention aux signaux de ton corps. Après avoir été dans une relation toxique où tu as appris à ignorer tes sensations physiques, il est crucial de reconstruire cette connexion. Ton corps t'envoie constamment des signaux. Écoute la tension dans tes épaules, le nœud dans ton estomac, le serrement dans ta poitrine. Ces sensations sont des informations. Pratique l'autocompassion activement. Tu vas te blâmer pour être resté trop longtemps, pour ne pas avoir vu plus tôt, pour avoir fait des choix que tu regrettes maintenant. Ce blâme ne sert à rien. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais à ce moment-là. Maintenant tu as de nouveaux outils. C'est tout ce qui compte. Les stoïciens enseignaient que le passé n'existe plus. Il n'est qu'une collection de souvenirs dans ton esprit. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux changer que ce que tu fais maintenant. Alors arrête de ruminer sur ce que tu aurais dû faire.
Concentre-toi sur ce que tu vas faire avec cette sagesse nouvelle. Comprends que pardonner n'est pas une obligation. La culture populaire te dit que tu dois pardonner pour avancer. C'est faux. Tu peux reconnaître ce qui s'est passé, accepter que c'est fini, et continuer ta vie sans pardonner. Le pardon peut venir ou pas. Mais l'exiger de toi-même ajoute une couche de culpabilité inutile à ton processus de guérison. Si le pardon vient, qu'il soit authentique, pas forcé. Le vrai pardon n'est pas d'excuser le comportement. C'est de reconnaître que cette personne est humaine, imparfaite, probablement blessée elle-même, et choisir de ne plus porter le poids de la colère. Mais ce pardon ne signifie pas réconciliation. Tu peux pardonner et maintenir les limites. Tu peux pardonner et choisir de ne jamais revoir cette personne. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. Comment éviter de devenir toi-même la personne toxique? Après avoir été blessé, il y a une tentation de te protéger en devenant celui qui blesse en premier. Tu peux devenir hyper contrôlant, manipulateur, émotionnellement distant. C'est une défense compréhensible mais destructrice. La vigilance est différente de la toxicité. Être conscient des red flags n'est pas la même chose que projeter de la malveillance sur tout le monde. Avoir des limites fortes n'est pas la même chose que manipuler. Protéger ton énergie n'est pas la même chose que vampiriser les autres. Maintiens cette distinction. Vérifie régulièrement avec toi-même. Mes actions viennent-elles de la peur ou de la sagesse? Les stoïciens pratiquaient l'examen quotidien. Sénèque écrivait qu'il passait en revue chaque jour, questionnant ses actions, ses motivations, ses réactions. Adopte cette pratique. Chaque soir, demande-toi, ai-je respecté les limites des autres aujourd'hui? Ai-je communiqué directement? Ai-je pris de la responsabilité pour mes erreurs? Cet examen te garde honnête. Parle de ton expérience, mais sans l'utiliser comme une excuse. J'ai été dans une relation toxique peut devenir une carte de sortie pour un mauvais comportement. J'ai été blessé, donc je peux faire du mal. Non. Tu as été blessé, donc tu comprends mieux que personne l'importance de ne pas blesser les autres. Ta douleur peut te rendre plus compatissant, pas plus cruel. Reconnais quand tu te comportes de manière toxique et corrige le tir. Nous le faisons tous parfois. L'important est de le reconnaître rapidement. Si tu gaslightes quelqu'un, même involontairement, reconnais-le. Si tu violes une limite, excuse-toi sincèrement. Si tu manipules, arrête-toi. La différence entre une personne saine et une personne toxique n'est pas l'absence de comportement problématique. C'est la capacité à le reconnaître et à le corriger. Maintenant, abordons une question difficile. Que faire quand tu ne peux pas quitter la relation? Parfois, la personne toxique est un parent, un collègue, un membre de la famille que tu dois voir. Dans ces cas, le contact zéro n'est pas possible. Tu dois apprendre une autre compétence, le contact minimal avec protection émotionnelle. La technique du grey rocking est utile ici. Tu deviens ennuyeux, Monotone. sans émotion. Tu donnes les réponses minimales nécessaires. Tu ne partages rien de personnel. Tu ne réagis pas émotionnellement. Tu deviens comme un rocher gris, présent mais inintéressant. Cette technique prive la personne toxique de ce qu'elle cherche, ta réaction émotionnelle. Prépare-toi mentalement avant chaque interaction. Visualise l'interaction. Décide à l'avance de tes limites. Qu'est-ce que tu es prêt à discuter? Qu'est-ce qui est hors limite? Comment vas-tu réagir si elles essaient de te provoquer? Cette préparation crée un script mental que tu peux suivre quand les émotions te submergent. Après chaque interaction, fais un débriefing avec toi-même. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Où as-tu cédé à la manipulation? Comment peux-tu faire mieux la prochaine fois? Pas de jugement, juste de l'apprentissage. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer tes nouvelles compétences de protection. Crée des rituels de décontamination. Après avoir passé du temps avec une personne toxique, tu portes leur énergie. Trouve des moyens de la laisser partir. Peut-être une douche chaude, une promenade, de la musique, de l'écriture. Quelque chose qui signale à ton cerveau « Cette interaction est finie. Je reviens à moi-même maintenant ». Ne cherche pas leur approbation. C'est peut-être le conseil le plus important pour le contact limité. Si tu cherches encore leur validation, tu leur donnes du pouvoir. Accepte qu'ils ne te comprendront jamais, ne t'apprécieront jamais vraiment. Cette acceptation est libératrice. Tu arrêtes d'essayer de gagner un jeu où les règles changent constamment. Trouve ta validation ailleurs. Dans des relations saines, dans tes accomplissements personnels, dans ton propre sentiment d'intégrité. Les stoïciens enseignaient que la vraie validation vient de l'intérieur. Est-ce que tu agis selon tes valeurs? Alors tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Maintenant, parlons des enfants.
Si tu as des enfants avec une personne toxique, c'est exponentiellement plus compliqué. Tu ne peux pas couper le contact. Mais tu dois protéger tes enfants de la toxicité tout en maintenant une coparentalité fonctionnelle. C'est un équilibre délicat. Priorise toujours le bien-être des enfants. Pas leur confort momentané, mais leur bien-être à long terme. Parfois, ça signifie les exposer à moins de conflits, même si ça rend ta vie plus difficile. Parfois, ça signifie établir des limites fermes même si ça crée du drame. Utilise la raison stoïcienne pour distinguer ce qui sert vraiment les enfants de ce qui est juste plus facile. Documente tout. Dans une situation de coparentalité toxique, tu pourrais avoir besoin de preuves. Garde des traces des communications, des violations d'accords, des comportements problématiques. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Espère que tu n'en auras jamais besoin, mais prépare-toi à la possibilité. Ne parle pas négativement de l'autre parent devant les enfants, même s'il le mérite amplement. Les enfants internalisent ça. Ils pensent que s'ils aiment ce parent, il y a quelque chose qui cloche chez eux. Soit la stabilité, la rationalité, la sécurité. Laisse tes enfants former leurs propres opinions basées sur leur expérience. Utilise des outils de coparentalité. Application de communication, médiateur, avocat si nécessaire. Crée une structure qui minimise le contact direct tout en permettant la coparentalité. Plus tu peux formaliser et structurer les interactions, moins il y a de place pour la manipulation. Construis un système de soutien solide pour tes enfants. D'autres adultes stables dans leur vie, grands-parents, oncles, tantes, professeurs, entraîneurs. Plus tes enfants ont de modèles sains, moins l'impact du parent toxique sera dominant. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre parent fait. Mais tu peux diluer son influence en créant un réseau solide. Enseigne à tes enfants les compétences émotionnelles et les limites dès que possible. Âge approprié, bien sûr. Mais apprends-leur qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils peuvent nommer leurs émotions, qu'ils ne sont pas responsables des émotions des adultes. Ces compétences les protégeront non seulement maintenant, mais toute leur vie. Fais ta propre thérapie. Coparenter avec quelqu'un de toxique est épuisant émotionnellement. Tu dois traiter ton propre traumatisme pour ne pas le transmettre à tes enfants. Tu dois apprendre à réguler tes propres émotions pour être stable pour eux. C'est un investissement dans ton bien-être et le leur. Maintenant, adressons une réalité difficile. Parfois, la personne toxique, c'est toi. Ou plutôt, tu as des patterns toxiques. Peut-être que tu as appris ces comportements. Peut-être que c'est une réponse à un traumatisme. Peut-être que c'est inconscient. Mais si tu lis cette vidéo et que tu te reconnais dans la description de la personne malveillante, pas de la victime, alors bravo. Cette reconnaissance est le premier pas vers le changement. La plupart des personnes toxiques ne se voient pas comme telles. Si tu as l'autoconscience de te questionner, tu es déjà à mi-chemin de la solution. Maintenant vient le travail difficile, l'honnêteté brutale avec toi-même. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Qu'est-ce que tu obtiens de ces comportements? Qu'est-ce que tu as peur de perdre si tu changes? Ces comportements servaient probablement un but à un moment donné. La manipulation était peut-être la seule façon d'obtenir tes besoins satisfaits dans un environnement où la communication directe était punie. Le contrôle était peut-être la seule façon de te sentir en sécurité dans un monde chaotique. Comprends l'origine sans l'utiliser comme excuse. Ensuite, accepte que le changement sera difficile et long. Ces patterns sont profondément ancrés. Ton cerveau a des autoroutes neurologiques pour ces comportements. Tu vas glisser, rechuter, recommence. C'est normal. L'important est de continuer à essayer, de continuer à te corriger, de continuer à choisir différemment. Trouve un thérapeute spécialisé. Tous les thérapeutes ne savent pas travailler avec des personnes qui ont des patterns toxiques. Trouve quelqu'un qui peut te confronter sans te juger, te guider sans te condamner. Le changement nécessite souvent une aide professionnelle parce que tes angles morts sont exactement ça, des angles morts. Pratique la responsabilité radicale. Non, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé dans l'enfance. Mais tu es responsable de ce que tu fais avec ça maintenant. Tu ne peux pas contrôler ton passé, mais tu peux contrôler tes actions présentes. Chaque fois que tu te surprends à blâmer les autres, à projeter, à manipuler, arrête-toi et prends la responsabilité. Apprends à tolérer l'inconfort émotionnel. Beaucoup de comportements toxiques sont des stratégies d'évitement. Tu manipules pour ne pas ressentir le rejet. Tu contrôles pour ne pas ressentir l'impuissance. Tu blesses pour ne pas ressentir la vulnérabilité. Si tu peux apprendre à tolérer ces émotions inconfortables, tu n'as plus besoin des comportements toxiques. Construis un système de valeurs claires. Qui veux-tu être? Comment veux-tu traiter les autres? Quels principes guident tes actions? Les stoïciens mettaient la vertu au centre de tout.
Définis ce que la vertu signifie pour toi, puis utilise-la comme boussole. Quand tu es tenté de manipuler, demande-toi, est-ce aligné avec mes valeurs? Fais des amants quand c'est approprié. Si tu as blessé des gens dans ton passé, et si les contacter ne causera pas plus de mal, excuse-toi sincèrement. Sans justification, sans attente de pardon. Simplement, j'ai réalisé que je t'ai blessé. Je le regrette. Je travaille sur moi-même. Ce processus d'amant est pour toi autant que pour eux. Sois patient avec toi-même. Le changement authentique prend des années, pas des mois. Tu ne te réveilleras pas un jour magiquement transformé. C'est 1 million de petits choix différents. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté sur la manipulation, tu construis un nouveau chemin neural. Chaque fois que tu choisis la vulnérabilité sur le contrôle, tu deviens un peu plus libre. Maintenant, parlons d'une dimension souvent ignorée, les relations toxiques au travail. Les dynamiques de pouvoir dans un contexte professionnel rendent ces situations particulièrement complexes. Tu ne peux pas simplement quitter. Tu as besoin de ce job. Alors comment naviguer une relation toxique avec un collègue ou un supérieur? Documente absolument tout. Dans un environnement professionnel, la documentation est ta protection. Email, date, témoins, tout. Si le comportement toxique escalade, tu auras besoin de preuves. Garde un journal professionnel. Note les incidents objectivement, sans émotion, juste les faits. Maintiens des limites professionnelles strictes. Pas de conversation personnelle. Pas de partage émotionnel. Garde chaque interaction aussi professionnelle et impersonnelle que possible. Tu es là pour faire un travail, pas pour être ami. Cette distance protège. Utilise le système quand c'est possible. Ressources humaines, syndicats, médiateurs. Oui, ces systèmes sont imparfaits. Oui, ils protègent souvent l'organisation plus que l'individu. Mais ils créent une trace formelle. Et parfois, ils peuvent vraiment aider. N'hésite pas à les utiliser stratégiquement. Construis des alliances avec d'autres collègues. Rarement tu es la seule victime d'une personne toxique au travail. D'autres ont probablement vécu la même chose. Trouvez-vous, soutenez-vous. Il y a de la force dans les nombres. Et avoir des témoins change complètement la dynamique. Prépare une stratégie de sortie. Même si tu ne peux pas partir maintenant, commence à te préparer. Mets à jour ton CV. Développe de nouvelles compétences. Raise out. Avoir un plan B réduit le pouvoir que la situation a sur toi. Tu restes par choix stratégique, pas par manque d'options. Separation mental. Quand tu quittes le travail, laisse vraiment le travail derrière. Pas de rumination constante. Pas d'email après les heures. Crée une séparation claire entre ton identité professionnelle et ton identité personnelle. Tu n'es pas ton job. Cette personne toxique n'a de pouvoir sur toi que dans ce contexte limité. Ne laisse pas cette situation éroder ton estime de toi. Les personnes toxiques au travail minent souvent ta confiance professionnelle. Rappelle-toi tes compétences, tes accomplissements, ta valeur. Cherche de la validation externe, mentor, anciens collègues, amis dans le domaine. Garde perspective. Sache quand c'est temps de vraiment partir. Parfois, malgré toutes les stratégies, ta santé mentale est en danger. Si tu ne peux plus dormir, si ton anxiété est constante, si ta santé physique se détériore, c'est peut-être temps de choisir ton bien-être sur la sécurité financière. C'est une décision personnelle difficile, mais ta santé est irremplaçable. Parlons maintenant de quelque chose de crucial. Reconnaître la différence entre quelqu'un qui est temporairement difficile et quelqu'un qui est structurellement toxique. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Tout le monde peut être irritable, distant ou difficile parfois. Ce n'est pas de la toxicité, c'est de l'humanité. La toxicité est un pattern constant. Ce n'est pas une mauvaise journée, c'est une façon d'être. Le comportement persiste dans le temps, à travers différentes situations, avec différentes personnes. Si quelqu'un est toxique seulement avec toi, regarde honnêtement ta contribution à la dynamique. Mais si le pattern est constant et global, c'est structurel. La différence clé, la capacité à réparer. Une personne saine, même en conflit, peut réparer la relation. Elle peut s'excuser sincèrement, changer son comportement, apprendre. Une personne toxique ne répare jamais vraiment. Le même cycle se répète. Excuse, lune de miel, tension, explosion, excuse. Encore et encore. Une autre différence, leur réaction quand tu poses des limites. Une personne saine peut être surprise, déçue, mais elle respecte finalement tes limites. Une personne toxique voit tes limites comme une déclaration de guerre. Elle intensifie, manipule, punit.
Tes limites deviennent le problème, pas la solution. Alors sois honnête dans ton évaluation. Ne pathologise pas quelqu'un juste parce que la relation est difficile. Mais ne minimise pas non plus des patterns toxiques réels parce que tu veux croire au meilleur. Utilise la raison. Regarde les patterns. Écoute les autres qui connaissent cette personne. La vérité est probablement quelque part dans les données objectives. Maintenant, abordons la dynamique de groupe. Parfois, ce n'est pas une personne individuelle qui est toxique, c'est un groupe entier. Une famille, un cercle d'amis, une communauté. Ces situations sont particulièrement délicates parce que quitter signifie perdre tout un réseau social. Dans une famille toxique, il y a souvent des rôles assignés. Le bouc émissaire, l'enfant d'or, le sauveur, le clown. Ces rôles maintiennent l'homéostasie dysfonctionnelle du système. Si tu essaies de sortir de ton rôle, le système entier va pousser pour te remettre en place. C'est inconscient, mais c'est puissant. Comprendre que tu luttes contre un système, pas juste contre des individus, change ton approche. Tu ne peux pas changer le système de l'intérieur en te comportant différemment. Le système est conçu pour résister au changement. Ta seule option est de te retirer du système, partiellement ou complètement. Dans un groupe d'amis toxiques, il y a souvent une personne centrale qui crée le drama. Les autres participent non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils sont pris dans la dynamique. Quitter le groupe peut se sentir comme une perte énorme. Mais souvent, les vraies amitiés survivent en dehors du groupe toxique. Pour les communautés toxiques, certains groupes religieux, certains espaces de travail, certaines communautés en ligne, le processus de départ peut ressembler à quitter une secte. Ils ont leur propre langage, leurs propres normes, leur propre vision du monde. Partir signifie réapprendre à fonctionner dans le monde normal. Dans tous ces cas, trouve du soutien externe avant de partir. Tu auras besoin de personnes qui comprennent, qui te rappellent la réalité quand le système essaie de te faire douter. Le gaslighting de groupe est exponentiellement plus puissant que le gaslighting individuel. Prépare-toi à ce que tout le groupe se retourne contre toi. C'est un mécanisme de défense du système. Tu es maintenant la menace. La personne qui a rompu les règles non dites. Ils vont te diaboliser pour justifier ton exclusion et pour dissuader d'autres de suivre ton exemple. Maintiens ta réalité. Écris ce qui s'est passé. Parle à des personnes extérieures. Le système va essayer de réécrire l'histoire, de faire de toi le problème. Ta vérité écrite est ton encre. Relis-la quand tu commences à douter. Comprends que perdre un groupe toxique fait de la place pour des connexions authentiques. Oui, tu te retrouves seul au début. C'est terrifiant. Mais la solitude choisie bat toujours l'inclusion toxique. Et cette solitude ne dure pas éternellement. Tu trouveras ton peuple. Des gens qui te voient vraiment, qui t'apprécient vraiment, sans les jeux toxiques. Maintenant, parlons d'un pattern particulièrement insidieux. Les personnes toxiques qui se cachent derrière la spiritualité ou le développement personnel. Ils utilisent le langage de la conscience, de l'énergie, de la croissance personnelle pour justifier leur comportement toxique. Je dis juste ma vérité. Tu es trop dans ton ego. Tu attires cette négativité. Ces personnes sont particulièrement dangereuses parce qu'elles weaponisent des concepts qui sont censés guérir. Si tu remets en question leur comportement, tu es résistant à la croissance. Si tu poses des limites, tu es fermé énergétiquement. Si tu es blessé par leurs actions, tu dois travailler sur tes triggers. Le vrai développement personnel respecte l'autonomie. Il ne force pas. Il ne manipule pas avec des concepts spirituels. Il n'utilise pas le langage de la conscience pour éviter la responsabilité. Quelqu'un qui est vraiment évolué spirituellement traite les autres avec gentillesse, respect et considération basique. Les mots fancy ne remplacent pas le comportement décent. Sois particulièrement méfiant des personnes qui utilisent la franchise brutale comme excuse pour la cruauté. Je suis juste honnête. Non. L'honnêteté sans compassion est juste de la cruauté avec un costume respectable. Tu peux être honnête et gentil. Tu peux dire la vérité avec considération. La brutalité n'est pas une vertu. C'est souvent du sadisme déguisé. De même, attention aux personnes qui se présentent comme empathiques ou empathes, mais violant constamment tes limites émotionnelles. Je ressens tellement ton énergie que je dois intervenir. Non. Ton empathie n'est pas une permission de violer l'espace des autres. La vraie empathie inclut le respect des limites et de l'autonomie. Les stoïciens avaient un concept puissant. Juger les gens par leurs actions, pas leurs paroles. Marc Aurèle écrivait qu'il ne se souciait pas de ce que les gens disaient être, mais de ce qu'ils faisaient réellement. Applique ce principe. Ignore les mots spirituels fancy. Regarde le comportement. Est-ce qu'ils traitent les gens avec respect?
Est-ce qu'ils tiennent leurs engagements? Est-ce qu'ils prennent de la responsabilité? Les actions révèlent la vérité. Parlons maintenant des personnes toxiques en ligne. Les réseaux sociaux ont créé de nouvelles formes de toxicité. Des personnes qui semblent inspirantes publiquement mais sont cruelles en privé. Des influenceurs qui prêchent la positivité mais attaquent vicieusement ceux qui les critiquent. Des communautés en ligne qui paraissent bienveillantes mais sont secrètement exclusives et jugementales. La distance digitale permet aux gens de montrer seulement une version soigneusement éditée d'eux-mêmes. Tu vois les citations inspirantes, pas les crises de rage. Tu vois les conseils de vie, pas l'hypocrisie. Tu vois la façade parfaite, pas le chaos en coulisses. Cette dissonance rend difficile de voir la toxicité jusqu'à ce que tu sois déjà investi. Fais attention aux personnes dont l'image en ligne est trop parfaite. Personne n'est toujours inspiré, toujours heureux, toujours sage. Cette perfection est un marketing, pas une réalité. Et derrière ce marketing se cache souvent une personne très différente de l'image projetée. Regarde comment il traite les critiques. Une personne saine peut recevoir du feedback, même désagréable, avec une certaine grâce. Une personne toxique réagit avec une furie disproportionnée. Ils mobilisent leur audience contre les critiques. Ils jouent la victime. Ils attaquent le caractère de la personne plutôt que d'adresser la critique. Attention aussi au love bombing digital. Ces personnes qui te bombardent soudainement d'attention, de messages, de compliments. Ça semble génial au début, mais c'est souvent une technique de manipulation. Une fois qu'elles t'ont accroché, le comportement change. L'attention se retire. Tu te retrouves à chercher cette validation initiale, faisant des choses que tu ne ferais normalement pas. Dans les espaces digitaux, la toxicité peut être subtile. Des micro-agressions répétées, des commentaires passifs-agressifs, des exclusions de conversations de groupe. Ces petites choses s'accumulent. Ne les minimise pas parce que c'est juste en ligne. Les relations digitales sont de vraies relations. La douleur est réelle. Protège-toi en ligne comme tu te protégerais hors ligne. Blockade Lieberman. Ne te sens pas obligé d'expliquer. Tu ne dois rien à personne dans l'espace digital. Si quelqu'un te draine, te stresse ou te manipule, il ne mérite pas ton accès. Point final. Maintenant, adressons quelque chose de douloureux. La réalisation que peut-être plusieurs personnes dans ta vie sont toxiques. Pas juste une. Plusieurs. Cette réalisation peut être dévastatrice. Est-ce que le problème, c'est moi? Pourquoi j'attire ces personnes? D'abord, respire. Si tu attires des personnes toxiques, c'est probablement parce que tu as certaines qualités qu'elles exploitent. Tu es empathique, genereux, loyal, tolérant. Ce sont de belles qualités. Le problème n'est pas d'avoir ces qualités. Le problème est de ne pas avoir les limites qui les protègent. Les personnes toxiques ont un radar pour les gens qui ont des limites faibles. C'est inconscient, mais efficace. Ils testent. Ils poussent. S'il n'y a pas de résistance, ils s'installent. Ta gentillesse devient leur terrain de jeu. Ton empathie devient leur ressource. Ta loyauté devient leur garantie que tu ne partiras pas. La solution n'est pas de devenir cynique ou de fermer ton cœur. C'est de développer un système de filtre plus sophistiqué. Au début d'une nouvelle relation, observe. Comment traitent-ils les serveurs, les personnes de service? Comment parlent-ils des ex, des anciens amis? Comment réagissent-ils quand tu dis non à quelque chose de petit? Ces petits moments révèlent le caractère. Quelqu'un qui est impoli avec un serveur sera éventuellement impoli avec toi. Quelqu'un qui parle horriblement de tous ses ex parlera probablement horriblement de toi un jour. Quelqu'un qui ne peut pas accepter un petit non ne respectera jamais tes limites plus importantes. Les stoïciens pratiquaient l'observation attentive. Ils notaient les patterns de comportement, les incohérences entre paroles et actions. Épictète enseignait que le caractère d'une personne se révèle dans les petites choses quotidiennes, pas dans les grands moments dramatiques. Adopte cette pratique d'observation. Si tu réalises que tu as multiples personnes toxiques dans ta vie, tu vas peut-être devoir faire un nettoyage majeur. C'est terrifiant. Si je coupe toutes ces personnes, je vais me retrouver seul. Oui, peut-être pour un temps. Mais cette solitude est temporaire. Et elle est nécessaire pour faire de la place pour de meilleures connexions. Pense à ça comme à désherber un jardin. Oui, tu enlèves beaucoup de plantes. Le jardin semble vide. Mais maintenant les bonnes plantes peuvent recevoir l'eau, la lumière, les nutriments qu'elles méritent. Elles peuvent grandir. Ton jardin sera éventuellement plus beau qu'avant. Mais d'abord, il doit être nettoyé. Ne fais pas tout d'un coup si ça te submerge. Tu peux y aller progressivement. Commence par la personne la plus toxique. Puis la suivante.
Donne-toi du temps entre chaque pour te stabiliser. La guérison n'est pas une course. C'est un marathon. Va à ton rythme. Pendant cette période de transition, investis en toi-même. Thérapie, hobby, compétences, santé. Deviens la personne que tu veux attirer. Si tu veux des amis authentiques, sois authentique. Si tu veux des relations respectueuses, respecte-toi. Si tu veux de la gentillesse, sois gentil. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Parlons maintenant d'un sujet délicat. Les personnes toxiques qui ont aussi de vraies qualités. Elles ne sont pas des caricatures de méchants. Elles peuvent être drôles, intelligentes, créatives, généreuses parfois. Cette complexité rend la décision de partir encore plus difficile. Mais ils ont aussi des bons côtés. Oui, et c'est précisément le problème. Si la personne était horrible 100% du temps, tu partirais facilement. C'est le mélange de bon et de mauvais qui te garde accroché. Tu t'accroches au bon moment, en espérant qu'ils deviendront la norme. Mais les bons moments n'effacent pas les mauvais. Ils les rendent juste plus supportables. Imagine que quelqu'un te prépare un délicieux gâteau. Magnifique. Delicious. Mais il y a un petit morceau de verre dedans. Pas beaucoup. Juste un petit morceau. Est-ce que tu manges le gâteau? Non. Parce que même un petit morceau de verre peut te blesser sérieusement. Les bonnes qualités de la personne sont le gâteau. Leur toxicité est le verre. Arrête de peser les bons moments contre les mauvais. Ce n'est pas une balance. Une relation ne devrait pas nécessiter un calcul constant pour déterminer si les bons moments justifient la douleur. Une relation saine est constamment bonne avec des moments difficiles occasionnels. Une relation toxique est constamment difficile avec des moments bons occasionnels. Vois la différence? Les stoïciens parlaient de la vie comme une série de choix entre ce qui nous élève et ce qui nous diminue. Une personne peut être brillante, drôle, fascinante et toujours te diminuer. Ces qualités positives ne compensent pas l'effet net négatif sur ta vie. Le résultat final compte plus que les composantes individuelles. Maintenant, abordons la manipulation par la vulnérabilité. Certaines personnes toxiques utilisent leur propre douleur comme bouclier et comme arme. Ils partagent constamment leurs traumatismes, leurs difficultés, leurs douleurs. Tu te sens obligé de les soutenir, de rester, de tolérer leur comportement toxique parce qu'ils souffrent tellement. Oui, ils souffrent peut-être. Et c'est triste. Mais leur douleur n'excuse pas leur comportement toxique. Tu n'es pas leur thérapeute. Tu n'es pas leur sauveur. Tu n'es pas responsable de leur guérison. Leur traumatisme explique peut-être leur comportement, mais il ne le justifie pas. Cette confusion entre explication et justification piège beaucoup de gens empathiques. Mais tu ne comprends pas ce qu'ils ont vécu. Si, je comprends. Et c'est terrible. Mais des millions de gens ont vécu des traumatismes sans devenir toxiques. Le traumatisme ne te donne pas un pass pour blesser les autres. De plus, ces personnes utilisent souvent leur vulnérabilité stratégiquement. Chaque fois que tu essaies de poser une limite ou d'adresser leur comportement, ils ont une crise. Ils menacent de se blesser. Ils s'effondrent. Ton attention se déplace immédiatement de ton besoin légitime à leur crise. C'est de la manipulation, intentionnelle ou non. Les vrais moments de vulnérabilité sont différents. Ils n'arrivent pas toujours exactement quand c'est commode pour éviter la responsabilité. Ils ne sont pas accompagnés de menaces subtiles. Ils permettent toujours la réciprocité. Apprends à distinguer la vulnérabilité authentique de la manipulation par la vulnérabilité. Si quelqu'un menace de se faire du mal si tu pars, c'est un signal d'alarme majeur. Ce n'est pas de l'amour. C'est du chantage émotionnel. Leur vie n'est pas ta responsabilité. Si tu crois sincèrement qu'ils vont se blesser, contacte les autorités appropriées, leur famille, des professionnels. Mais ne reste pas prisonnier par peur. Sénèque écrivait qu'on ne peut pas verser d'un vase vide. Si tu te vides complètement pour quelqu'un d'autre, tu n'as plus rien à donner, à toi ou aux autres. Prendre soin de toi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité morale. Tu ne peux pas aider quelqu'un en te détruisant. Parlons maintenant de la réconciliation. Parfois, après avoir coupé contact, la personne toxique revient. Change, apparent. J'ai fait de la thérapie. J'ai réalisé mes erreurs. Je suis différent maintenant. Ces mots peuvent être incroyablement tentants, surtout si tu as encore de l'amour pour cette personne. Sois extremement prudent. Le vrai changement prend des années, pas des mois. Et il se prouve par des actions soutenues, pas des paroles. Quelqu'un qui a vraiment changé comprendra ta méfiance et sera patient. Quelqu'un qui joue un jeu va pousser pour une réconciliation rapide. Si tu considères la réconciliation, établis des conditions claires.
Quel comportement précis doit changer? Comment le changement sera-t-il démontré? Quelle est la conséquence si le comportement toxique revient? Ces conditions ne sont pas des punitions. Ce sont des protections nécessaires. Commence par des interactions limitées et observe. Est-ce que le changement persiste même quand c'est difficile? Est-ce qu'ils respectent tes limites nouvelles? Est-ce qu'ils prennent de la responsabilité sans « mais » ? Le vrai changement est évident dans les actions quotidiennes, pas dans les déclarations dramatiques. Sois prêt à couper contact à nouveau si nécessaire. Beaucoup de personnes toxiques font un effort temporaire pour te reconquérir, puis reviennent à leur pattern une fois que tu es réinvesti. Ne tombe pas dans le piège des coups irrécupérables à nouveau. J'ai déjà donné une deuxième chance, je dois la faire marcher. Non. Si ça ne marche pas, tu pars. Les limites tiennent seulement si elles ont des conséquences. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de donner aux gens des opportunités de changer, mais aussi de reconnaître quand quelqu'un ne changera pas. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Certaines personnes changeront, beaucoup ne le feront pas. Ton travail est de protéger ton bien-être, pas d'attendre indéfiniment qu'ils deviennent qui tu veux qu'ils soient. Maintenant, adressons quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce si important de s'éloigner des personnes toxiques? Au-delà de l'évidence de la douleur, il y a des raisons plus profondes ancrées dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que nous sommes profondément influencés par notre environnement social. Épictète enseignait qu'on devient comme les personnes avec qui on passe du temps. Si tu t'entoures de personnes toxiques, leur toxicité devient ta norme. Leur valeur infiltre lentement les tiennes. Leur façon de traiter les gens devient ta référence. Cette influence est souvent inconsciente. Tu ne décides pas consciemment d'adopter leur comportement. Mais les neurones miroirs dans ton cerveau imitent automatiquement ce que tu observes. Tu commences à parler comme eux, à penser comme eux, à te comporter comme eux. C'est un processus neurologique, pas un choix moral. Ensuite, il y a le coût d'opportunité. Chaque minute passée dans une relation toxique est une minute que tu ne passes pas à construire des relations saines, à poursuivre tes objectifs, à développer tes compétences, à profiter de la vie. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Une fois dépensé, tu ne le récupères jamais. Marc Aurèle était obsédé par la brièveté de la vie. Tu pourrais être mort demain. Vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. Dans cette perspective, gaspiller du temps dans des relations toxiques est un crime contre ta propre vie. C'est du temps volé à ton potentiel, à ta paix, à ton bonheur. Il y a aussi l'impact sur ton développement personnel. Les personnes toxiques sabotent ta croissance. Ils se sentent menacés quand tu évolues parce que ton changement met en évidence leur stagnation. Alors ils te découragent, te critiquent, créent des obstacles. Pas toujours consciemment, mais l'effet est le même. Tu restes petit pour qu'ils se sentent moins petits. Les stoïciens valorisaient le progrès constant vers la vertu. Sénèque écrivait que chaque jour devrait nous voir un peu plus sages, un peu plus forts, un peu plus vertueux. Comment peux-tu progresser si ton environnement te tire constamment vers le bas? C'est comme essayer de grimper une montagne pendant que quelqu'un tire sur tes chevilles. Ta santé mentale et physique sont directement affectées. Le stress chronique d'une relation toxique détruit littéralement ton corps. Ton système immunitaire s'affaiblit. Ton cortisol reste élevé. Tu dors mal. Tu manges mal. Tu négliges ta santé. Ton corps devient un champ de bataille pour le stress émotionnel. Les stoïciens comprenaient la connexion corps-esprit. Ils ne séparaient pas la santé physique de la santé mentale. Prendre soin de ton corps était considéré comme un devoir moral. Rester dans une situation qui détruit ta santé viole ce devoir envers toi-même. Finalement, il y a la question de l'exemple que tu donnes. Si tu as des enfants, ils apprennent ce qu'est une relation en observant les tiennes. Si tu tolères la toxicité, tu leur enseignes à tolérer la toxicité. Si tu poses des limites, tu leur enseignes à se respecter. Tes actions sont leur manuel de vie. Même sans enfants, tu influences les gens autour de toi. Tes amis, tes collègues, ta famille. Quand tu tolères le comportement toxique, tu normalises ce comportement pour tout le monde qui observe. Quand tu poses des limites, tu donnes aux autres la permission de faire de même. Ton courage peut inspirer le courage des autres. Alors s'éloigner d'une relation toxique n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de responsabilité envers toi-même, envers ton potentiel, envers ta communauté. C'est dire « je mérite mieux ». Nous méritons tous mieux. C'est refuser de participer à un système qui normalise le maltraitement. Maintenant, parlons de reconstruction après avoir quitté des relations toxiques. Tu as fait le travail difficile de partir. Maintenant quoi? Comment reconstruis-tu ta vie, ta confiance, ton sens de toi-même? D'abord,
Attends-toi à un processus de deuil. Tu pleures la relation que tu pensais avoir. Tu pleures la version de la personne que tu aimais. Tu pleures le temps perdu. Tu pleures peut-être la version de toi-même d'avant tout ça. Ce deuil est légitime et nécessaire. Ne le précipite pas. Les stoïciens parlaient de l'acceptation de ce qui est. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas récupérer le temps perdu. Tu ne peux pas transformer cette personne en quelqu'un qu'elle n'était pas acceptée. Ces faits n'est pas de la résignation. C'est de la libération. Une fois que tu acceptes pleinement, tu peux enfin avancer. Ensuite, reconnecte avec toi-même. Qui es-tu sans cette relation? Quelles sont tes valeurs réelles? Pas celles que tu as adoptées pour survivre la toxicité. Quels sont tes vrais désirs? Pas ceux qui étaient acceptables dans cette dynamique. C'est une exploration, pas une destination. Sois curieux de te redécouvrir. Commence à faire des petites choses pour toi. Des choses qui n'ont pas besoin d'être justifiées ou expliquées. Un café dans un endroit que tu aimes. Un livre que tu voulais lire. Une promenade sans destination. Ces petits actes d'autonomie recablent ton cerveau. Ils te rappellent que tu peux choisir, que ta vie t'appartient. Reconstruis tes limites intentionnellement. Dans la relation toxique, tes limites ont été constamment violées. Maintenant, c'est le moment de les redéfinir clairement. Qu'est-ce qui est acceptable pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quels sont tes non négociables? Écris-les si nécessaire. Rends-les concrètes. Pratique à défendre ces limites dans des situations à faible enjeu. Dis non à une invitation si tu n'as pas envie. Corrige quelqu'un qui te coupe la parole. Exprime une opinion différente. Ces petits exercices de muscles de limite te préparent pour les situations plus importantes. Chaque petit succès construit ta confiance. Cherche des relations saines intentionnellement, mais va lentement. Ton radar pour les personnes toxiques peut encore être mal calibré. Prends le temps d'observer les nouveaux gens dans ta vie. Cherche la cohérence entre leurs paroles et leurs actions. Observe comment ils traitent les autres. Fais confiance progressivement, pas immédiatement. Les stoïciens valorisaient l'amitié basée sur la vertu mutuelle. Sénèque écrivait longuement sur l'importance d'avoir des amis qui nous challengent à devenir meilleurs, qui célèbrent nos succès sans jalousie, qui nous soutiennent dans nos échecs sans jugement. Ces amitiés existent. Elles valent la peine d'attendre. Investis dans des activités qui te connectent à quelque chose de plus grand que toi. Peut-être du bénévolat, peut-être de l'art, peut-être la nature. Quand tu as été enfermé dans le drame d'une relation toxique, ton monde se rétrécit à cette relation. Réélargis ton monde. Rappelle-toi qu'il y a tellement plus que ce petit cercle de toxicité. Documente ton progrès. Tiens un journal. Note les jours sans contact. Note les moments où tu as posé une limite avec succès. Note quand tu t'es senti vraiment bien. Ces preuves concrètes de progrès sont cruciales les jours difficiles où tu doutes. Elles te rappellent que tu avances, même quand ça ne se sent pas comme ça. Sois patient avec ton processus de guérison. Certains jours seront géniaux. D'autres seront terribles. La guérison n'est pas une ligne droite ascendante. C'est une spirale. Tu reviens parfois au même problème, mais chaque fois à un niveau différent, avec plus de sagesse, plus d'outils, plus de force. Marc Aurèle se rappelait constamment que le progrès est la seule mesure qui compte. Pas la perfection, pas l'absence de problème. Juste le progrès. Es-tu un peu mieux aujourd'hui qu'hier? Un peu plus fort cette semaine que la semaine dernière? C'est suffisant. Continue. Célèbre tes victoires, même petites. Tu es resté fort quand tu voulais reprendre contact? Victoire. Tu as posé une limite avec quelqu'un de nouveau? Victoire. Tu as passé une journée entière sans penser à cette personne? Victoire. Ces petites victoires s'accumulent. Elles deviennent ta nouvelle normalité. Et finalement, utilise ton expérience pour aider les autres. Une fois que tu as suffisamment guéri, partage ton histoire. Ton expérience peut éclairer le chemin pour quelqu'un qui est encore dans le noir. Tu transformes ta douleur en but. C'est l'alchimie ultime. Transformer le plomb de la souffrance en l'or de la sagesse que tu peux offrir aux autres. Voilà. Tu as maintenant une carte, pas une formule magique. Le chemin sera difficile. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, retourner, te convaincre que ce n'était pas si mal. Ces moments vont venir. C'est garanti. Mais tu as les outils maintenant. Tu comprends les patterns. Tu connais les pièges. La vraie sagesse stoïcienne n'est pas d'éliminer tous les problèmes. C'est de naviguer les problèmes avec grâce, courage et raison. Tu ne peux pas contrôler les personnes toxiques dans ta vie. Mais tu peux absolument contrôler ta réponse. Tu peux choisir de rester ou de partir. Tu peux choisir de tolérer ou de poser des limites.
Tu peux choisir de te perdre dans leur toxicité ou de te préserver. Et au final, c'est tout ce que tu as, tes choix. Chaque jour, chaque moment, tu choisis. Choisis-tu ta paix ou leur chaos? Choisis-tu ta croissance ou leur stagnation? Choisis-tu ta vie ou leur drame? Ces choix définissent qui tu deviens. Les stoïciens croyaient que nous naissons avec le potentiel pour la sagesse, mais que nous devons travailler pour le réaliser. Ce travail inclut l'éloignement de ce qui nous empoisonne, inclut l'entourage avec ce qui nous nourrit, inclut la construction d'une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes, pas les attentes toxiques des autres. Tu es arrivé jusqu'ici. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'une partie de toi refuse d'accepter la toxicité comme normale. Cette partie, aussi petite soit-elle, est ta graine de sagesse. Nourris-la. Protégela. Laisse-la grandir. Elle te guidera vers une vie que tu n'as pas besoin de fuir. Une vie que tu choisis activement, consciemment, courageusement. Les 12 signes ne sont que des indicateurs. Le vrai travail est à l'intérieur. C'est de reconstruire ta boussole interne qui sait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est de renforcer ta colonne vertébrale émotionnelle qui peut dire non et tenir ferme. C'est de développer ta vision qui peut voir les patterns plutôt que les exceptions. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans tout ça. Tu vas faire des erreurs. Tu vas peut-être laisser entrer quelqu'un de toxique à nouveau. Tu vas peut-être rester trop longtemps dans une situation qui te fait mal. C'est humain. La perfection n'est pas le but. La conscience progressive est le but. Chaque fois que tu remarques un red flag d'un peu plus tôt, tu progresses. Chaque fois que tu poses une limite un peu plus facilement, tu progresses. Chaque fois que tu choisis ton bien-être un peu plus rapidement, tu progresses. Ce progrès s'accumule. Il te transforme. Il fait de toi quelqu'un qui ne peut plus tolérer la toxicité, non pas par jugement, mais par respect de soi. Et c'est ça, la vraie liberté. Pas l'absence de personnes toxiques dans le monde. Elles existeront toujours. Mais l'incapacité de ces personnes à avoir accès à toi. Elles peuvent exister là-bas. Mais elles ne peuvent plus exister ici, dans ton espace sacré, dans ta vie. Tu construis un périmètre de paix autour de toi. Ce périmètre a des portes. Tu décides qui entre. Tu décides qui reste. Tu décides qui doit partir. Cette souveraineté sur ton propre espace est ton droit le plus fondamental. Personne ne peut te le prendre. Seulement toi peux le donner. Alors arrête de le donner. Les stoïciens parlaient de la citadelle intérieure. Un lieu en toi que personne ne peut envahir. Un lieu de paix, de raison, de force. Cette citadelle est ta vraie maison. Les personnes toxiques peuvent créer du bruit à l'extérieur. Mais si ta citadelle est forte, ce bruit ne t'atteint pas. Il ne peut pas te détruire. Construis ta citadelle. Renforce ces murs avec des limites claires. Remplis-la de vérités que tu connais être réelles. Tu mérites le respect, tu mérites la gentillesse, tu mérites la paix. Ces vérités sont tes fondations. Tant que tu les maintiens, aucune manipulation externe ne peut te faire effondrer. Et quand la vie devient dure, quand les personnes toxiques semblent être partout, quand tu te sens seul dans ton choix de santé, reviens à ta citadelle. Rappelle-toi pourquoi tu as construit ces murs. Rappelle-toi ce que tu protèges. Pas juste toi maintenant, mais le toi futur qui mérite de vivre dans la paix. Tu construis pour lui, pour elle, pour la version de toi qui n'a plus à se battre constamment. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pas pour être publiées, mais comme un dialogue avec lui-même. C'était sa façon de se rappeler ses principes quand le monde était chaotique. Peut-être que tu as besoin de ta propre version, tes propres rappels, tes propres vérités que tu dois réentendre encore et encore. Écris-les. Je mérite le respect. Les limites ne sont pas égoïstes. Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Mon bien-être est important. Je choisis ma paix. Ces phrases simples deviennent des mantras, des ancres, des phares quand tu es perdu dans le brouillard de la manipulation. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as du courage. Vraiment. Lire tout ça signifie que tu es prêt à regarder des vérités difficiles. Beaucoup de gens ne le sont jamais. Ils préfèrent l'illusion confortable à la vérité douloureuse. Mais pas toi. Tu as choisi de voir. C'est le premier pas. Le plus difficile. Les autres deviendront plus faciles. Pas faciles, mais plus faciles. Continue. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Un non à la fois. Une limite à la fois. Tu construis une vie où tu peux respirer. Où tu peux être toi-même. Où tu n'as pas besoin de marcher sur des œufs ou de calculer chaque mot. Cette vie existe. Elle t'attend. Mais tu dois la construire. Personne ne peut le faire pour toi.
Les personnes malveillantes dans ta vie comptent sur ton inaction. Elles comptent sur ta gentillesse, ta culpabilité, ta peur, ta loyauté. Elles comptent sur le fait que tu resteras parce que partir est difficile. Prouve-leur qu'elles ont tort. Pas par vengeance, mais par amour de toi-même, par respect de ta propre vie, par honneur de ton propre potentiel. Ta vie est précieuse. Elle n'est pas une ressource pour les autres. Elle n'est pas un sacrifice à faire sur l'autel de leur toxicité. Elle est à toi, uniquement à toi. Et tu as le droit absolu de la vivre selon tes termes, entouré de personnes qui t'élèvent, dans des espaces qui te nourrissent, faisant des choses qui ont du sens pour toi. C'est ton droit. Ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas cruel. C'est simplement humain. C'est simplement juste. Et si quelqu'un te dit que c'est égoïste de prendre soin de toi, de poser des limites, de choisir ta paix, cette personne ne mérite pas d'être dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Alors voilà. Les 12 signes, les raisons, les mécanismes, les stratégies, les encouragements. Tu as tout maintenant. Le reste dépend de toi. Tu peux lire tout ça et ne rien changer. Beaucoup de gens le feront. Ou tu peux lire tout ça et commencer à faire un changement. Même petit, même effrayant, mais un changement. Lequel vas-tu choisir? La sécurité de la familiarité toxique ou l'incertitude de la liberté? Les deux sont effrayants. Mais une te détruit lentement. L'autre te reconstruit progressivement. Une te vole ton temps. L'autre te le redonne. Une te rend plus petit. L'autre te permet de grandir. Le choix est à toi. Il l'a toujours été. Même quand ça ne se sentait pas comme ça. Même quand tu te sentais piégé. Tu as toujours eu le choix. Peut-être que c'était un choix difficile, coûteux, effrayant. Mais c'était quand même un choix. Et maintenant tu le vois. Tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Tu sais. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? Les stoïciens diraient que la connaissance sans action n'est pas de la sagesse. C'est juste de l'information. La sagesse, c'est quand tu prends la connaissance et tu l'appliques. 2 changes ton comportement. Tu fais des choix différents. Tu construis une vie différente. C'est ça qui transforme l'information en sagesse. Sois sage. Sois courageous. Sois fidèle à toi-même. Le reste suivra. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as reconnu une partie de toi dans ces mots, si tu as enfin des mots pour ce que tu vivais, alors tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté de chercheurs de sagesse, d'imparfaits qui avancent quand même, de courageux qui choisissent leur paix malgré la peur. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, un mot au bon moment peut changer une vie. Prends soin de toi, mon ami. Tu le mérites vraiment.